Bienvenue pour cette nouvelle exploration détaillée. Aujourd'hui, on se penche sur un article scientifique vraiment éclairant. Il analyse les exigences physiques très spécifiques du rugby à 7 féminin. C'est assez pointu. Oui, tout à fait. Un domaine fascinant et en pleine évolution. Alors, l'étude en question s'intitule Comparison of ball-in-player running demands across game phases and the relationship between physical and technical variables, an analysis of the 2024 Female Super Sevens Tournament. C'est un peu long comme titre. Elle est signée par Philippe Olivier Rabicoudo et ses collègues. C'est ça, et publié dans le Journal of Sports Science and Medicine en 2025, volume 24, pages 713 à 720, pour ceux qui voudraient la référence exacte. Parfait. Alors, l'objectif de cette recherche, c'était quoi exactement? Essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain, mais de façon très précise. Oui, l'idée c'était de comparer les efforts de course pendant les phases où le ballon est vraiment en jeu, ce qu'on appelle le ball in play, ou BIP, et de voir si ça change selon qu'on est en attaque, en défense ou en transition entre les deux. D'accord. Et ils ont aussi regardé autre chose, non? Le lien avec la durée de ces phases. Exactement. Voir si une séquence de jeu plus longue influence différemment l'intensité physique et la fréquence des actions techniques, comme les passes, les plaquages. Et tout ça sur des joueuses pro lors du championnat brésilien Super Sevens de 2024. C'est bien ça? C'est ça, 18 joueuses suivies de près. Bon, pourquoi c'est si pertinent alors? Pourquoi s'intéresser à ça spécifiquement? Le rugby à 7, c'est un sport incroyablement rapide, très intense et très épuisant aussi. Comprendre les moments clés, les pics d'intensité, comment ça varie, c'est crucial pour optimiser l'entraînement, la préparation physique, la récupération. Logique, mieux on comprend, mieux on prépare. Bon, alors, allons-y, plongeons dans les détails de cette étude. Alors, pour commencer, un petit rappel sur le sept. C'est 7 joueuses, demi-temps de seulement 7 minutes. C'est très court, très dense, et souvent les tournois enchaînent plusieurs matchs sur un week-end, donc la fatigue s'accumule vite. Mhm. Et c'est un effort très particulier, non? Pas linéaire du tout. Pas du tout, non. C'est l'exemple type du sport intermittent. Des actions très explosives, des courses à haute vitesse, des plaquages, du combat dans les ruques. Et tout ça entrecoupé de périodes plus calmes, de récupération active ou passive. Ça demande une condition physique énorme, à la fois sur l'aérobie pour tenir et l'anaérobie pour exploser. Et vous disiez, la fatigue, elle a un impact mesurable. Oui, clairement. Des études ont montré qu'en fin de match ou en fin de tournoi, les joueuses courent moins de distance totale et surtout, elles font moins de sprint. C'est un indicateur classique de fatigue. D'accord. Et c'est là qu'intervient la méthodologie de cette étude, pour éviter un piège courant, celui des moyennes. C'est exactement ça. Le problème des analyses classiques, qui font des moyennes par mi-temps ou sur tout le match, c'est qu'elles peuvent complètement masquer les pics d'intensité réelle. Ça lisse tout. On perd l'information sur ces moments très courts mais cruciaux où les joueurs se donnent tout. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé cette méthode du ball in play, le BIP. Tout à fait. L'approche BIP, elle se concentre uniquement sur les segments de jeu où le ballon est effectivement en action. On exclut tous les arrêts, les touches, les mêlées, les pénalités, le temps après un essai. Ça donne une image beaucoup plus fidèle de l'intensité réelle subie par les joueuses. Plus précise donc. Oui, beaucoup plus sensible pour détecter les vraies fluctuations d'intensité. D'autres études l'avaient déjà suggéré d'ailleurs. Intéressant. Et concrètement, sur le terrain, comment ils ont fait pour mesurer tout ça? GPS et vidéo? C'est ça, une combinaison des deux. D'abord, chaque joueuse portait un GPS 10 Hz. C'est une fréquence assez élevée, ça enregistre la position 10 fois par seconde. Ah oui, ça permet d'être précis sur les mouvements rapides, les accélérations. Exactement. Ces GPS mesurent la charge externe. La distance totale, bien sûr, mais surtout la distance de sprint, le nombre de sprints et aussi les accélérations et les décélérations importantes. Et la vidéo, elle servait à quoi? Pour le côté technique? Oui, après les matchs, une analyse vidéo très détaillée a été faite avec un logiciel spécialisé. Pour chaque période de BIP identifiée, ils ont codé toutes les actions techniques. Qui a plaqué, qui a passé, qui a participé à un ruck, etc. Un travail de fourmi, j'imagine. Ah oui, c'est très méticuleux. Au final, ils ont pu analyser 18 matchs complets sur les 20 joués par l'équipe pendant ce tournoi. 2 matchs ont dû être exclus à cause de soucis techniques avec la vidéo. D'accord, le cadre est bien posé. Alors, venons-en au cœur du sujet. Les résultats. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé en comparant les phases d'attaque, de défense et de transition? C'est là que ça devient vraiment intéressant pour l'entraînement, non?
Oui, c'est souvent là qu'on trouve des pistes concrètes. Alors, l'analyse a montré des différences significatives pour plusieurs variables clés. Premièrement, la distance de sprint par minute. Elle était significativement plus élevée quand l'équipe attaquait que quand elle défendait. Plus élevé en attaque. D'accord. Significativement, ça veut dire que la différence n'est probablement pas due au hasard? P très faible. P égale 0,002. C'est très peu probable que ce soit le hasard. Ok. Et pour le nombre de sprints? Même tendance. Le nombre de sprints par minute était aussi significativement plus important en attaque qu'en défense, avec un P égale 0,034. C'est fiable aussi. Donc plus de sprints et plus de distance couverte en sprint quand on attaque. Et pour les freinages, les décélérations? Là, c'est l'inverse. Le nombre de décélérations par minute était significativement moins fréquent en attaque qu'en défense. Le P était de 0,005. D'accord. Donc, si je résume, en attaque, on sprinte plus souvent et plus longtemps. En défense, on freine plus souvent. Ça colle assez bien à ce qu'on imagine du jeu, non? Besoin d'appui, de réajustement constant en défense. Oui, ça semble assez logique. Maintenir la ligne, fermer les espaces, se préparer au plaquage, ça demande beaucoup de changements de rythme, de freinage. Et pour la distance totale parcourue par minute ou le nombre d'accélérations, pas de différence là? Alors, pour ces deux indicateurs, distance totale par minute et nombre d'accélérations par minute, l'étude n'a pas trouvé de différence statistiquement significative entre les phases. Les valeurs P étaient au-dessus du seuil habituel. C'est intéressant ça aussi. Donc, on accélère à peu près autant dans toutes les phases, mais on transforme plus souvent ces accélérations en vrais sprints quand on attaque. C'est une façon de voir les choses, oui. Il y a aussi un point assez curieux à noter. Ces résultats, ils sont différents de ceux d'une étude précédente, faite par la même équipe sur le même tournoi, mais l'année d'avant. Ah bon? Qu'est-ce que l'étude précédente avait trouvé? Elle n'avait trouvé aucune différence significative entre les phases de jeu pour ces variables de course. Étonnant. Ça veut dire quoi? Que le jeu a changé? Que l'équipe a changé? C'est difficile à dire sans plus d'infos, mais ça montre bien l'importance du contexte, le style de jeu de l'équipe, le niveau des adversaires cette année-là. Ça peut tout changer. Par contre, les résultats de l'étude actuelle, avec plus d'intensité de course en attaque, ça correspond bien à ce qu'on observe souvent dans le rugby à 15 ou à 13. Oui, on imagine bien pourquoi en 7. En attaque, il faut soutenir le porteur, se replacer vite, créer des options. Ça demande de courir? Beaucoup. C'est ça. Et en défense, même si on sprint peut-être moins en ligne droite, il y a ce travail constant de replacement, de coulissage, de montée défensive, ce qui explique les nombreuses décélérations. Mais attention, il y a une nuance vraiment, vraiment importante. Un des résultats les plus frappants de l'étude, en fait. Ah, laquelle? Même si les moyennes de sprint, etc., sont plus élevées en attaque, quand on regarde les valeurs maximales absolues enregistrées pour chaque indicateur, Les pics, quoi. Les moments les plus intenses. exactement. Eh bien, tous ces pics, distance max par minute, distance de sprint max par minute, nombre max de sprint, d'accélération et de décélération par minute, tous ont été observés pendant des phases de défense. Attendez, pardon. Les moments les plus physiquement extrêmes, c'est en défense qu'ils arrivent. Pas en attaque quand on marque un essai de 80 mètres. C'est exactement ce que les données GPS ont montré. C'est assez contre-intuitif, mais très clair dans les chiffres. Mais comment on explique ça alors? L'interprétation la plus probable, c'est que ces pics correspondent à des situations d'urgence défensive. Un surnombre adverse qu'il faut rattraper, un trou béant dans la ligne qu'il faut combler en catastrophe, une course de repli désespérée après une interception. Ce sont ces moments de panique organisée, si on veut, qui déclenchent les efforts les plus violents, les plus coûteux pour l'organisme. Ils sont peut-être plus rases que les efforts d'attaque, mais leur intensité est supérieure. D'accord. Ça change quand même pas mal la perspective sur où se situe l'effort maximal. Fascinant. Bon, on a vu les différences entre les phases. Maintenant, passons au deuxième gros objectif de l'étude, l'influence de la durée d'une séquence de jeu continue. Est-ce qu'une phase de jeu qui dure longtemps sans s'arrêter, ça change quelque chose à l'intensité ou aux actions? Oui, et là aussi il y a des résultats intéressants. Du côté de l'intensité physique pure, mesurée par GPS, il y a une tendance qui se dégage. Plus une séquence de jeu, un bip, dure longtemps, plus certaines métriques d'intensité par minute ont tendance à baisser légèrement. Hein? Lesquels? Il y a une corrélation négative, faible mais significative, entre la durée du bip et d'une part le nombre de sprints par minute. Le coefficient est de moins 0,125. Faible, mais ça veut dire qu'en moyenne, sur une longue séquence, on sprinte un peu moins souvent chaque minute.
C'est ça. Et même chose, en un peu plus marqué, pour le nombre d'accélérations par minute. Là, la corrélation est de moins 0,191. Toujours négative, faible à modérée. Et pour les autres indicateurs, comme la distance totale ou les décélérations? Là, pas de corrélation significative trouvée avec la durée du bip. Ça suggère peut-être qu'il devient difficile de maintenir une très haute fréquence de sprint et d'accélération quand le jeu s'éternise un peu, sans doute à cause de la fatigue métabolique qui commence à s'installer. Ok, je vois. Donc, plus le jeu continue sans pause, moins il y a de pics de vitesse et de déparage par minute, en moyenne. Mais est-ce que ça veut dire que le jeu devient moins intense globalement? Ou est-ce que l'intensité se déplace ailleurs? Guide des actions techniques. Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que pour les actions techniques analysées par vidéo, c'est exactement l'inverse. Ah bon? Comment ça? Plus le bip est long, plus la fréquence de la plupart des actions techniques augmente significativement. Carrément. Lesquels, par exemple? Alors, la corrélation la plus forte, c'est avec le nombre de plaquages par minute. Le coefficient est de 0,578, c'est une corrélation positive forte. Logique. Plus le jeu dure, plus on plaque. Mais il y a aussi des corrélations positives moyennes avec les passes, la participation au ruck et même les contre-rucks, le fait d'aller contester le ballon dans le ruck adverse. Donc, plus d'engagement dans le jeu au sol et dans la continuité. Oui. Et ça continue, et sa corrélation positive aussi, plus faible mais significative, avec les portées de balles, les ballons gagnés sur turnover, et même avec des actions plus spécifiques, comme les offloads, les passes après contact, les franchissements, les coups de pied, les jackals, récupérer le ballon au sol, et pour l'équipe étudiée, les essais marqués. Incroyable. Donc, le tableau qui se dessine, c'est une longue séquence de jeu égale un peu moins d'intensité de course pure par minute, mais beaucoup plus d'actions techniques, d'engagement, de continuité dans le jeu. C'est ça? C'est tout à fait ça. Une sorte de glissement de la demande physique, de la course brute vers l'engagement technique et la capacité à répéter les actions sous fatigue. C'est une dynamique vraiment particulière. Et certaines actions n'étaient pas corrélées, vous disiez. Oui, par exemple, la réception des coups d'envoi, les turnovers qu'on concède, les pénalités. Ça ne semblait pas lié à la durée du bip. Ça dépend sans doute plus de faits de jeu ponctuels, de choix tactiques ou de l'adversaire. Mais le point clé pour l'équipe analysée, c'est que les longues bips étaient liées aux essais qu'elles marquaient, mais pas à ceux qu'elles encaissaient. Ce qui suggère que, pour cette équipe en tout cas, tenir longtemps le ballon ou défendre longtemps, c'était plutôt bénéfique. Elles arrivaient à faire la différence dans ces moments-là. C'est une interprétation plausible, oui. Ça pourrait indiquer une bonne maîtrise de la conservation du ballon ou une défense très solide capable de tenir le choc sur la durée et peut-être de provoquer des erreurs chez l'adversaire fatigué. Et ça rejoint ce que d'autres études suggéraient, que les équipes fortes dans la conservation et la défense pourraient tirer avantage de ces longues phases. Oui, l'article cite Metamand, Gabet et Gaang qui allaient dans ce sens. Les équipes capables de gérer ces longues séquences, physiquement et techniquement, pourraient avoir un avantage. Bon, tout ça c'est riche d'enseignements. Quelles sont les implications concrètes pour les entraîneurs, les préparateurs physiques? Comment on utilise ces informations? Le message principal, je pense, c'est vraiment la nécessité d'aller vers plus de spécificité dans l'entraînement. Il faut que la préparation colle au plus près aux demandes réelles du jeu, phase par phase. Ça veut dire, par exemple, travailler spécifiquement la capacité à répéter les sprints pour les phases d'attaque Mhm. et insister sur le travail des changements de direction, des décélérations rapides, de la réactivité pour les phases défensives. Ne pas faire que du sprint linéaire. D'accord. Et pour les longues séquences de jeu? Il faut absolument préparer les joueuses à ça, à pouvoir maintenir un haut niveau d'exécution technique. Passe précise, plaquage efficace, bon positionnement dans les rucks, même quand la fatigue s'installe après une longue période sans arrêt de jeu. La lucidité sous fatigue devient clé. Même si la vitesse pure diminue un peu, la qualité technique doit rester. Exactement. Et enfin, il ne faut pas oublier ces fameux pics d'intensité défensifs. Il faut trouver des moyens d'entraîner la capacité à produire ces efforts maximaux, souvent dans des situations un peu chaotiques de désordre. Donc, en résumé, adapter l'entraînement à chaque phase, préparer aux longues séquences sous fatigue et être capable de sortir ces pics d'intensité en défense. C'est une vision beaucoup plus fine que juste améliorer la condition physique générale. C'est tout l'intérêt de ce genre d'études, oui. Après, il faut rester conscient des limites. Oui, vous en avez mentionné quelques-unes. C'est basé sur une seule équipe, un seul tournoi. Voilà. Donc attention à ne pas généraliser trop vite à toutes les équipes ou tous les niveaux. Le contexte est important. L'étude n'a pas non plus regardé les différences par poste, avant-arrière, car les rôles étaient assez interchangeables dans cette équipe. Et un petit détail technique sur la fiabilité de l'analyse vidéo aussi.
Oui, la concordance entre les personnes qui ont codé la vidéo n'est pas rapportée. C'est une petite limite méthodologique. Il faudrait idéalement plus de recherches sur plus d'équipes à différents niveaux pour vraiment consolider ces résultats. Bien sûr. Mais malgré ça, les enseignements sont déjà très intéressants. Cette étude de Bikudo et collègues nous donne vraiment une image plus nuancée, plus détaillée de ce que demande le CEF féminin de haut niveau. Tout à fait. On retient bien. L'attaque demande plus de sprint, la défense plus de décélération, mais cache les pics d'intensité les plus élevés. Et les longues séquences de jeu, elles, testent surtout la résistance technique sous fatigue. Ça souligne vraiment le besoin d'une préparation physique qui soit non seulement intense, mais surtout très spécifique et intelligente. Oui, comprendre ces nuances, ça aide à mieux cibler l'entraînement. Et ça peut même, pourquoi pas, éclairer certaines décisions tactiques pendant un match. Savoir si on a intérêt à accélérer le jeu ou au contraire à le poser, à construire de longues séquences en fonction de ses propres forces et de celles de l'adversaire. Très juste. Alors, pour celles et ceux qui voudraient vraiment creuser la question, voir les chiffres en détail, la méthodologie, on leur conseille de lire l'article original. Absolument. Je rappelle le titre. Comparison of ball-in-play running demands across game phases and the relationship between physical and technical variables. An analysis of the 2024 Female Super Sevens Tournament. C'est par Bikudo et ses collaborateurs dans le Journal of Sports Science and Medicine, publié en 2025. Une lecture un peu technique mais très instructive. Et pour finir, peut-être une petite question pour stimuler la réflexion qui découle directement d'études. Si les pics d'intensité surviennent surtout en défense, et souvent dans le désordre, Mhm. comment on fait, à l'entraînement, pour simuler efficacement ces moments de chaos, de haute pression défensive, au-delà des exercices de défense bien propres, bien structurés qu'on fait habituellement? C'est une excellente question. C'est sans doute un des grands défis pour les entraîneurs aujourd'hui. Recréer cette imprévisibilité, cette urgence pour préparer les joueuses à réagir sous pression maximale. Pas simple. Matière à réflexion, en effet. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses détaillées de la recherche scientifique dans le sport. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette discussion. Merci à vous.